Merci, chers amis, de cette présentation élogieuse. Merci, cher président Gallois. Merci, monsieur Guez. Non, non, la naissance des ETI ne s'est pas faite dans la joie et la gloire, comme celle du printemps par Botticelli au musée des Offices de Florence. En fait, ce fut une longue et mystérieuse aventure. Tellement mystérieuse que même aujourd'hui, le sigle ETI, vous l'avez un peu dit, est souvent considéré comme ésotérique. Certains, un peu caustiques d'ailleurs, le traduisent par énigme totalement incompréhensible. Nous allons tenter ce soir de déniaiser le sphinx. D'abord, une très longue traversée du désert. L'histoire commence en 1936. Au moment du Front populaire, et les plus anciens s'en souviennent, en effet, vous vous rappelez des fameux accords de Matignon, signés par l'ACNPF, qui était féminine à l'époque, puisque c'était la Confédération nationale de la production française. Et seules, d'ailleurs, les industries étaient représentées à cette époque. Seules les industries. Ces accords avaient créé les fameux congés payés de 2 semaines avec une augmentation significative des salaires. Or, les plus petites entreprises industrielles réagirent violemment contre cet accord de Matignon et quelques petits fabricants d'instruments de musique, c'était assez curieux, se coalisèrent contre la CNPF dans un véritable schisme patronal. Ils se réunirent alors dans un local indépendant, au 73 boulevard Haussmann. Nos petites industries décidèrent de créer un club et chercher un nom et un sigle qui ne pouvait pas être petite industrie, c'est-à-dire pays, car pour des raisons phonétiques évidentes. Il fallait trouver une autre appellation. Un des participants fit remarquer que les sigles à 3 pieds étaient plus stables que les sigles à 2 pieds, tout comme le trépied de la Pythie de Delphes, et l'accord fut unanime pour ces 3 lettres. Mais quelle serait la 3e? Et que le mystère est lointain. Alors, quelqu'un lança la lettre M. Devant l'interrogation des autres participants, il prétendit que cette lettre qui était en fait un explétif, comme on dit dans la grammaire, que cette lettre explétive pourrait signifier éventuellement plus tard moyenne, même si à l'époque, le mot moyenne entreprise n'existait pas et on n'avait aucune consistance. Tombée du ciel, la lettre M perdura et jeta pendant des décennies la confusion dans la classification des entreprises françaises. Alors que les autres pays modernes optaient pour 3 classes d'entreprises, partout, avec une simplicité biblique, le small business, le medium size et les big ones, la France mélangeait joyeusement les catégories et réduisait sans le savoir vraiment la catégorie des vraies moyennes entreprises. Or, nous, Français, nous sommes ainsi faits que nous n'avons d'estime que pour ce qui existe réellement, c'est-à-dire ce qui est officiellement catalogué. Permettez-moi de rappeler encore une fois ici l'anecdote de mon professeur de sciences naturelles du Collège de Bourgoin, anecdote que vous connaissez tous, M. Bouteille, ça ne s'invente pas, qui nous demandait d'apporter des insectes. Il cherchait leur nom dans ses gros livres et il nous donnait leur appellation scientifique, généralement en latin. Et lorsqu'il ne trouvait pas le nom dans ses livres, il nous rendait l'insecte en nous disant de façon sentencieuse « cet insecte n'existe pas ». Ce qui nous plongeait déjà dans un abîme de perplexité. Eh bien, la moyenne entreprise a été en France, et pendant des décennies, l'insecte qui n'existait pas, car elle n'était pas répertoriée. En revanche, le sigle PME connut un grand succès, même si Jean Bislon, le ministre de l'Industrie de 1943, le trouva incomplet, car il ne tenait, disait-il, ne tenait pas compte du commerce. Et il transforma alors PMI en PME, en 1943,
Et il créa même à ce moment-là la fameuse lettre des PME. Et pour la diriger, il fit appel à un docteur en droit, qui était à l'époque prisonnier en Allemagne. Il le fait d'ailleurs revenir comme spécialiste des mines, où il n'était jamais descendu. Et c'était Léon Gingembre, que vous connaissez tous de nom, et qui se passionna pour les PME qu'il ne connaissait pas, et créa en 1944, un an avant le CNPF lui-même, la Confédération Générale des PME, dont on parle beaucoup en ce moment. Et cette dynamique organisation, on vient de dire très dynamique organisation, et son efficace président de l'époque donnèrent aux PME une étendue certaine aux limites incertaines. Une sorte de nébuleuse, à telle enseigne que les observateurs peu initiés résumaient les entreprises françaises en deux catégories seulement, les grandes et les PME. Les vraies moyennes entreprises étaient devenues la muscade du prestidigitateur. Alors comment avons-nous obtenu la résurgence laborieuse de ces moyennes entreprises? Après la guerre, nous avons été quelques aventuriers, le président Gallois le rappelait tout à l'heure, à créer des entreprises, et même des entreprises industrielles, à partir de zéro, en refusant de les appeler PME. Car nous pensions, en toute simplicité, être des entreprises de croissance qui passeraient de la taille PE, petite entreprise, à la vraie taille ME, moyenne entreprise, sans nous empêtrer dans le sigle PME ambigu. C'était d'autant plus difficile que les PME étaient déjà contestées par les artisans, dans les effectifs de 0 à 10 salariés, catégorie qui deviendra, vous savez, les TPE, les très petites entreprises. Ayant perdu des troupes vers le bas, la CGPME souhaitait en gagner vers le haut, en utilisant sa lettre M, explétif d'excellente opportunité. Nos petites entreprises les plus dynamiques, les plus innovatrices, devenues souvent exportatrices, souhaitaient accéder au statut de medium size qui n'existait toujours pas en France. Et ces entreprises à forte croissance, généralement patrimoniales, fort éloignées des grands groupes financiers, stagnèrent dans un no man's land tragique, dans une sorte de terra incognita sur la carte économique de la France. C'est pourquoi, en 1976, j'avais créé le mouvement éthique dont vous avez parlé, cher Président, en le dénommant officiellement « Mouvement des moyennes entreprises éthiques ». Éthique signifiant, vous vous en souvenez, entreprise de taille humaine, industrielle et commerciale, dont la foi d'éthique du sigle, vous en doutez bien, n'était pas tout à fait fortuite. C'était la première fois qu'en France apparaissait l'expression « moyenne entreprise » tout court. On aurait pu croire naïvement que le combat était gagné et que la France avait, comme tous les États modernes, sa troisième catégorie d'entreprise, la médium entre big et small. Mais nos demandes innombrables furent sans effet malgré les promesses renouvelées, je cite, de M. Raymond Barre, de François Mitterrand et de Jacques Chirac. En fait, le positionnement ambigu de la lettre M dans le sigle PME n'explique pas tout. Peut-être, faut-il chercher cette invraisemblable exclusion dans l'affection préférentielle et affichée des Français pour les petits, pour les fragiles, parfois même pour les souffreteux. C'est notre culte de l'ourson, qui est d'autant plus fort que l'ourson est plus implorant et qu'il est nécessaire pour sa survie de le placer sous la tente à oxygène gouvernementale. De plus, il est vrai que nos compatriotes n'ont pas spontanément d'admiration pour la réussite, plus souvent suspecte qu'enviée. Enfin, le culte de la croissance économique qui tenaille les pays modernes les plus dynamiques est rare en France, même si les chefs d'entreprise eux-mêmes semblent avoir bien compris les 4 impératifs de la croissance pour leur entreprise. L'impératif biologique, car l'entreprise est un être vivant qui, s'il ne croit pas, décroît vers sa disparition. L'impératif psychologique, car on ne peut animer une équipe qu'avec des projets de croissance.
l'impératif managérial, car la croissance efface, vous le savez, la plupart de nos erreurs, sur investissement, sur stock, sur effectif, sur endettement, qui deviennent, grâce à la croissance, des anticipations géniales. Et quatrièmement, l'impératif financier, car la croissance se réalise souvent avec effectifs et investissements insuffisants, ce qui génère des surbénéfices qui rendent la croissance auto-accélératrice. Voilà pour la croissance, vous me pardonnerez. Et si on passait maintenant à la vraie naissance des vrais ETI. C'est le 5 mars 2008 que le président de la République a accepté de présider les entretiens d'ASMEP au Sénat. Au passage, je rappellerai que nous avions créé en 1995 l'Association des moyennes entreprises patrimoniales ASMEP dans le but précis de faire abaisser les barrières fiscales qui interdisait depuis 1983 la transmission, donc la pérennité des moyennes entreprises patrimoniales. Rappelons à ce sujet que c'était bien les seules moyennes entreprises qui avaient été bloquées par ce doublement des droits de succession qui portait à 40% le taux marginal en ligne directe. Bon, en effet, les grandes entreprises, compte tenu de la dispersion de leur capital, n'étaient pas affectées par cette mesure. De même, les plus petites entreprises bénéficiaient d'un taux le plus bas, puisque vous le savez, le taux est progressif, est une assiette étroite. Et que de ce fait, ça conduisait à des montants de droits souvent compatibles avec les économies d'une famille. En revanche, les vraies moyennes entreprises, à taux maximum et à assiette large, furent sélectivement frappées et souvent obligées de se vendre, généralement à des groupes étrangers. Et ce fut pendant 18 ans, de 1983 à 2001, l'hémorragie dramatique des moyennes entreprises patrimoniales, jusqu'à ce qu'ASMEP obtienne des abattements de 50%, puis de 75% en 2001 et 2003, contre l'engagement ASMEP de conservation des titres. Nos lois devinrent à ce moment-là les lois Dutreil, que vous connaissez tous bien, et que le gouvernement actuel ne touchera pas, nous l'espérons, s'il ne veut pas voir réapparaître la tragique hémorragie responsable en partie du faible nombre d'ETI françaises. On le voit, l'association ASMEP tentait donc de défendre et de promouvoir les moyennes entreprises patrimoniales et aussi, bien entendu, toutes les moyennes entreprises dont la reconnaissance n'avait toujours pas eu lieu. Pour nous, la date du 5 mars 2008 est une date historique, car le président de la République a promis ce jour-là de faire reconnaître en France la catégorie des entreprises de taille intermédiaire de 250 à 5000 salariés, ce qui fut institutionnalisé quelques mois plus tard par la loi LME, la loi de modernisation économique, du 4 août 2008, qui fixa les normes qui ont été rappelées tout à l'heure par M. Guez, et je ne rappellerai pas ici, qui définissent les fameuses ETI. Après des décennies d'ignorance et d'indifférence, les ETI étaient nés. Et notre association ASMEP devint le syndicat officiel ASMEP ETI des entreprises de taille intermédiaire. Pour terminer maintenant, quels sont les quelques handicaps et les atouts de ces ETI? C'est ce que vous m'aviez demandé de présenter rapidement, et j'essaierai d'être court pour ne pas trop vous ennuyer. Le plus important aujourd'hui est leur le plus important des handicaps, et sans doute aujourd'hui la méconnaissance de la part du public et même parfois des pouvoirs publics. Le cycle PME est tellement populaire que les ETI sont parfois désignés par le barbarisme linguistique grosse PME. Une grosse PME, qui veut dire littéralement une entreprise grosse, petite et moyenne. Cherchez l'erreur. Barbarisme linguistique. Je sais que vous ne le pratiquez jamais dans cette salle, et je vous en félicite.
Bravo. D'autres ont trouvé l'adjectif intermédiaire peu précis et risquant de faire croire que ces entreprises ont une position transitoire entre PME et grandes entreprises. Or, il n'en est rien. Au contraire, l'ETI est la taille adulte de la petite entreprise qui a réussi et grandi. Elle est donc d'une parfaite stabilité. C'est la taille adulte. Car les grands groupes résultent plus souvent de montage financier que de croissance biologique normale, bien sûr. Pour l'anecdote, si nous sommes les pères des ETI, comme on l'a dit, en revanche, nous n'avons aucune prétention sur l'adjectif intermédiaire, qui nous a été énergiquement proposé quelques minutes avant le débat parlementaire du 4 août. Vous le savez, avec la nuit. Le 4 août, c'est toujours la nuit, bien sûr. Car notre dénomination ETM, précédente, entreprise de taille moyenne, risquait, disait-on, de créer une confusion avec le M de PME, encore une fois. Comme l'a écrit Christian Stoffaes, la naissance des ETI est en réalité la découverte du chaînon manquant de l'économie française. Et ça n'est pas rien. Un autre handicap est la confusion fréquente entre les ETI et les grandes entreprises, dont elles sont pourtant fort différentes. On sait en effet que c'est la communication qui freine le gigantisme verticalisé, puisque la communication, vous le savez tous, il y a des scientifiques dans la salle, varie comme le carré de l'effectif. Eh bien, cette infirmité oblige les grands groupes à se morceler en ETI, rassemblés en réseau, pour que la communication à l'intérieur d'une unité ETI reste active et humaine. Par ailleurs, on sait que les dirigeants des grandes entreprises prétendent savoir gérer la complexité, ce qui est une grande qualité, alors que nous, les fabricants des ETI, nous tentons tout simplement de gérer les incertitudes. En revanche, ETI et GE sont totalement informatisés et appliquent les mêmes méthodes. Eh bien, à mon avis, Pierre Deschamps, c'est pour ça que je me tourne vers lui, et applique la maxime bien connue, mon cher Pierre. Autrefois, on travaillait avec ferveur, aujourd'hui, on travaille avec serveur. Pardon pour cette approximation. Alors, quels sont maintenant les atouts des ETI? Bon, j'ai parlé des handicaps, je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors, ces atouts sont nombreux, très nombreux, et on en découvre quelques nouveaux chaque mois. En résumé, les ETI, c'est 23% de l'emploi salarié, plus de 3 millions d'employés. C'est 25% de la valeur ajoutée française. C'est 33% de l'exportation. Je sais que ce chiffre étonne toujours. Ça tient surtout au fait que les grandes entreprises ne sont pas toujours des exportateurs transfrontières, puisque les grandes entreprises ont des établissements à l'étranger. C'est pourquoi nous représentons 33% des exportations transfrontières. Nous représentons, alors ça c'est totalement inconnu, et je pense que je vais vous l'apprendre à tous, 61% du nombre des entreprises cotées en bourse. La bourse, c'est les ETI. Mais surtout, alors là, ça nous intéresse beaucoup ce soir, 41% de nos entreprises d'ETI sont industrielles, cher président Gallois. 41%. Bien loin devant les 3 autres catégories pour lesquelles elles ont trouvé leur place définitive. Je rappelle pour mémoire les 4 catégories, si ça vous avait échappé: les TPE 0 à 9 salariés, les PME de 10 à 250, les ETI de 250 à 5000, les grands groupes GE au-dessus de 5000 salariés. On peut donc informer que l'industrie manufacturière, c'est d'abord les ETI, et la fabrique de l'industrie que nous honorons ce soir peut s'en réjouir. Le gros avantage des ETI, c'est qu'elles sont, je crois, d'abord assez grandes pour être fortes, et en général, elles ont l'organisation des grandes entreprises, presque toutes, et elles sont restées assez petites pour demeurer souples, adaptables, réactives, comme on dit aujourd'hui, et également indépendantes, ce qui n'est pas rien. Autrefois, SMEP sélectionnait ses adhérents par la situation patrimoniale du capital.
Et je rappelle que les entreprises patrimoniales sont celles dont les dirigeants ont une part significative du capital qui leur permet de prendre les décisions stratégiques à long terme. En revanche, aujourd'hui, les ETI représentent une catégorie dimensionnelle de 250 à 5000 salariés, comprenant d'ailleurs 80% d'entreprises patrimoniales et 20% d'entreprises dites financières. De fait, les ETI présentent les avantages des entreprises patrimoniales bien répertoriés dans les études universitaires du professeur José Alouche, dont nous ne reproduirons pas ici les innombrables critères de performance, mais quelques-uns très rapidement. Une meilleure rentabilité générale, mais oui, une meilleure productivité du capital, un taux d'endettement plus faible, un taux de valeur ajoutée meilleur, une capacité d'autofinancement plus élevée, une stratégie générale du long terme bien éloignée du court-termisme financier, une culture maison, souvent assimilable à une éthique d'entreprise, moins de licenciements sur le plan social, des dépenses de formation plus élevées et, enfin, une stabilité géographique qui fait souvent la richesse d'une région. Rappelons ici que les entreprises patrimoniales qui regroupent les entreprises personnelles, les entreprises familiales stricto sensu et les entreprises d'associés non parents ont été mises à mal dès 1932 par les auteurs anglo-saxons Berle et Mills, avec leur traité sur la propriété et le pouvoir, repris plus tard, vous savez, par James Burnham en 1941, dans l'ère des organisateurs, puis par Galbraith en 1964, qui n'était pas à une erreur près, et j'ai terminé. Tous démontrant que l'avoir et le savoir étaient incompatibles et que les propriétaires actionnaires ne pouvaient avoir la prétention de diriger eux-mêmes l'entreprise qu'ils possédaient. Il nous fallut attendre le rapport Cadbury de 1992 et les deux rapports Viennot en France sur la corporate governance pour voir s'amorcer enfin la réhabilitation des actionnaires et de leur compétence à diriger eux-mêmes leur entreprise en économisant les fameux coûts d'agence célèbres qui avaient conduit, on s'en souvient, à quel scandale notoire. J'ai terminé. Enfin, ce fut en 1995 l'étude tonitruante des professeurs Alouche et Hamann avec ce titre éloquent « Le retour triomphant du capitalisme familial ». Pour terminer, tous les atouts de nos ETI seront maintenant, puisque je vais devoir vous quitter, et je prie de m'excuser, développés dans quelques instants par mes amis Elisabeth Ducotet et Pierre Deschamps, efficace président de Dynamics ETI, par Jean-Yves Gillet, président des FSI, qui a réalisé une superbe étude sur les ETI. Et je regrette de vous quitter au moment d'un débat aussi passionnant, mais j'ai un autre engagement. Après cette genèse, voici maintenant la jeunesse des entreprises par des vrais fabricants. Bonne chance.